Daniel Klein, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes présidente de l'Association française des victimes du terrorisme. Mais je vais d'abord vous demander de raconter l'histoire de cette association, puisque, en fait, ce dont nous parlons est au point de départ de cette association dont l'objectif est plus général. Le premier président, Guillaume Denoy de Saint-Marc, avait perdu son père. Vous-même avez perdu votre frère. Et vous avez donc décidé de continuer au-delà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de tout ça tout d'un coup, vous étiez sur le terrorisme plus généralement, vous preniez d'autres affaires, vous aviez fait votre résilience, vous avez fait tout votre combat. Et là, retour à cette histoire. C'est une surprise? Alors, c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un noyau dur des familles du DC-10 qui a continué son combat, si je puis dire, et qui a repris en fait le flambeau d'SOS Attentat. Mais voilà, historiquement, c'est un peu ça. Mais, pour bannir le terrorisme, hein, c'est ce que vous dites dans vos objectifs. Hein. Entre autres, et surtout... L'abolition du terrorisme, contribuer à l'abolition du terrorisme. C'est le texte, le mot de Guillaume Denoy de Saint-Marc. Oui, bien sûr, je reconnais. Il faut être utopique la grandiloquence de Guillaume, c'est d'abord être auprès des victimes, hein, c'est la première chose. Et effectivement, il se trouve que quand on a recréé la FVT en 2009, c'était une espèce d'évidence pour nous, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de travail. Et je veux dire que là, aujourd'hui, on est dans des histoires qui partent dans tous les sens, dans tous les pays, et on a de plus en plus de choses à faire avec les victimes, leurs familles, l'aspect juridique, administratif, psychologique. Et aujourd'hui, par exemple, et là j'en suis très fière, alors j'en profite, on développe un programme d'intervention auprès des lycéens. Donc c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait assez peu en France. Bon, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que les familles du DC-10, il y a toujours eu un noyau dur, fort, des gens qui se connaissent et qui sont devenus forcément des amis. Il faut quand même se rendre compte que en 89, il y avait des enfants qui étaient des bébés. Qui ont perdu leur père, leur mère, c'est le cas de ma nièce, et qui aujourd'hui sont eux-mêmes parents et qui font partie de l'association. Donc on a une espèce de background et d'historique extrêmement fort. Et c'est vrai que ce noyau dur est très présent aujourd'hui à la FVT, parce qu'on a le privilège du temps, de l'histoire, des coups tordus. Ça fera 30 ans l'année prochaine. Ça fera 30 ans. Mais on continue, tous les 19 septembre, c'est la date de l'attentat du DC-10, à honorer les victimes, et toutes les victimes du terrorisme. En France, c'est le 19 septembre. Vous voyez, c'est important. Sur le fait d'aujourd'hui, on était quand même en alerte orange, voire rouge, depuis un certain temps, parce qu'on s'informe, on a pris l'habitude de consulter la presse depuis tout ce temps. Et on sentait bien, depuis quelques mois, que le DC-10, Senoussi, nous, on connaît très bien le visage de Senoussi. Pour nous, c'est quelqu'un de familier. Voilà, on connaît ses traits. Et on sentait que, petit à petit, il y avait des choses qui remontaient, quelles que soient nos opinions politiques. Hein. Alors aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai le sentiment, avec le travail que vous avez fait, mais d'avoir une espèce de coup d'accélérateur incroyable qui est donné sur deux affaires qui sont liées, intimement liées. Mais à ce point, j'en suis encore sidérée. Effectivement, ce qui est extraordinaire et très important, c'est que toute l'enquête du juge Bruguière, qu'on suivait avec une attention extrême... Sur le DC-10. Sur le DC-10, avec le procès en 99, qui montrait qu'évidemment c'était les Libyens et Senoussi, mais il se trouve que pour Senoussi, c'était plutôt un faisceau. On ne parlait pas de preuves, hein, plutôt un faisceau de choses qui toutes convergeaient vers lui. Là, ce que vous nous dites, c'est que c'est extrêmement précis. Comme toutes les dictatures, les choses sont répertoriées, notées, la valise, à roulette, etc. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important, parce que Senoussi, jusqu'en septembre 2019, on l'a encore, la justice le tient encore sous sa coupe, mais septembre 2009, vous voulez dire, vous avez dit. Jusqu'en septembre 2019. La prescription. Il reste, pour qu'on comprenne bien, 30 ans justement. Donc voilà, pour nous c'est important, parce que la prescription s'arrête en septembre 2019. Donc si le dossier est relancé, vous savez, on a attendu 30 ans, on peut encore attendre 30 ans, et puis il y a nos enfants qui viennent derrière. Donc ça veut dire
soyons précis. Une partie civile, pour que tout le monde comprenne, elle est l'alliée de l'accusation. Hein, c'est-à-dire qu'elle, puisqu'au fond, elle vient et elle est là. C'est un peu comme ça. Donc, est-ce que vous allez déposer une nouvelle plainte à partir des informations de Mediapart? Écoutez, en tout cas, c'est la demande officielle qui a été faite, c'est qu'un juge s'empare des nouveaux documents et continue sur l'attentat lui-même, pas sur la corruption, sur l'attentat lui-même, parce qu'il y a des choses extrêmement précises. Et c'est le fait nouveau. Un fait nouveau, et c'est le rôle de la justice, en fait. Hein. C'est une demande tout à fait logique et évidente. Que vous avez fait au procureur de la République. On est au démarrage de... Voilà, mais ça y est, on a l'intention et l'énergie là. Après, je vous avoue que la sidération, elle vient aussi de la part des personnes qui font maintenant partie de ce jeu de rôle. Ce qu'il représente, les liens qu'il entretient avec Nicolas Sarkozy. Ok, Francis Szpiner, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on a suivi. On a eu une confiance telle parce qu'il nous a menés, nous, les familles du décédé, ça représente quand même beaucoup de monde. Il nous a la voix, il nous a conseillé, il était là présent à toutes les AG d'SOS Attentat pendant des années et des années. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Enfin, voilà, c'était vraiment pour nous le bon avocat. Il n'a jamais été remis en cause. Je vous avoue que là, j'ai du mal encore à réaliser le rôle. Enfin, je n'arrive pas à comprendre la ligne rouge, c'est une ligne rouge sanglante qu'on ne peut pas franchir. C'est quelque chose là le fait que tout à coup il passe de l'autre côté, alors qu'on l'a tellement eu avec nous, à nos côtés, et qui nous a aidés à mener ce combat. Comment dire, il y a deux façons de faire. Enfin, on regarde les faits, on raisonne, nous sommes des gens posés, on discute entre nous, on prend les bonnes décisions. Mais nous sommes aussi des victimes, et toutes les victimes vous le diront, que ça se soit passé 30 ans avant ou hier, un attentat, et la perte des gens, le sentiment est le même. Et donc, la deuxième attitude qui est, pour nous tous, c'est que c'est une espèce de bouleversement émotionnel, vraiment. Là, tout à coup, ça, c'est à nous seuls de le gérer, hein. Mais les deux choses se mélangent, à la fois le raisonnement et puis le bouleversement émotif et émotionnel que ça nous provoque. Pour être très précis, il ne vous avait pas prévenu, votre avocat, de ce rendez-vous de novembre 2005 ? Non, enfin, évidemment que non. Enfin, je n'imagine pas comment il aurait pu venir vers nous pour nous expliquer... Alors, pour être précise, quand même, dans mon souvenir, hein, il y a eu un moment, effectivement, autour des années 2000, un peu après le procès, il y avait une espèce de petite musique qui était là, qui était réelle, qui était véhiculée par des avocats, des politiques, qui étaient « Allez, maintenant, la Libye vont redevenir fréquentable ». Ils vont rentrer, selon l'expression consacrée, dans le banc des nations. Puis regarde, ils sont à l'ONU, et puis voilà, et puis ils vous ont indemnisé. Et il y avait une espèce de truc comme ça, un peu sucré. Ils ont payé. Bon, d'accord, mais sincèrement, ça avait quand même du mal à passer. Enfin, il y avait quand même peu de familles de victimes qui acceptaient ce truc-là. D'ailleurs, vous aviez manifesté lors de la visite de Kadhafi à Paris. On a beaucoup manifesté. En 2007. Décembre 2007. On a manifesté avant, on a manifesté évidemment au moment de la venue de Kadhafi. Et d'ailleurs, on a été reçus par Sarkozy. C'est le seul président de la République française qui a accepté de recevoir une délégation de famille. Et pour nous, c'était quand même assez formidable. On l'a remercié à l'époque de ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur les relations avec la Libye lors de ce rendez-vous ? Il nous a dit qu'on était des gens formidables. On a parlé du monument qu'on a réussi à faire ériger dans le désert du Ténéré. Qui se voit même de très haut. Qui se voit de très haut. Mais tout ça, c'est du symbolique. Hein. Mais je veux dire qu'il nous a bien reçus. Il nous a bien reçus. Kadhafi était encore à Paris. Hein. Il nous a quand même je pense, reçus à l'insu de son plein gré. C'était le dernier jour et un peu à la dernière heure, en fin de soirée. Mais il nous a reçus.
mais il nous a reçus en nous disant que nous étions des gens formidables, extraordinaires, d'un courage immense, et que ces Libyens, ma foi... Enfin, et ça, c'était quand même en 2007. C'est-à-dire que ce que vous montrez, c'est qu'en 2005, il y avait eu déjà un début de proposition de négociation sur l'assassin, sur sur la personne qui a organisé l'attentat. Enfin, oui, un crime d'État, c'est un terrorisme d'État. Qui a tout supervisé. Qui a tout supervisé. C'est ce que montrent les documents nouveaux sur la partie terroriste de l'histoire, c'est qu'il a vraiment tout supervisé. C'est pour ça que c'est intéressant vis-à-vis de la justice antiterroriste et de ce qu'elle n'était pas parvenue à documenter quand le juge Bruguière menait l'enquête. Juste par rapport à ce que vous dites sur Francis Szpiner, pour que les gens qui nous regardent comprennent, dans les notes que nous révélons, les comptes rendus de la réunion de novembre 2005, il est fait mention de la difficulté déontologique de Francis Szpiner. C'est-à-dire que lui-même, par lui-même, qui est proactif, hein, c'est lui qui introduit Thierry Herzog, il dit lui-même, hein, et c'est dans plusieurs comptes rendus qui sont rédigés par plusieurs des personnes présentes à la réunion, dit que c'est délicat pour lui, qu'il ne pourra pas aller plus en avant eu égard au fait qu'il est, ni apparaître eu égard au fait qu'il est quand même le représentant judiciairement des victimes. Donc tout ça est très compris, très intériorisé, y compris par le premier concerné. Et ça apparaît très nettement dans les documents. Est-ce que vous le connaissez, il vous a accompagné pendant tout ce procès, toute cette épreuve, la négociation ensuite, obtenir les indemnisations, et vous êtes plusieurs forcément à le connaître. Donc, est-ce que depuis nos révélations, vous avez contacté Francis Szpiner? Est-ce qu'il vous a contacté? Est-ce que certains d'entre vous, de manière informelle, ont eu un contact avec lui, puisque, comme vous le savez, nous, on l'a contacté et il a nié l'évidence, en fait, puisque tout cela est clair dans nos articles. Écoutez, pas à ma connaissance, non. Je suis en contact évidemment permanent avec l'association, hein, j'en suis une bénévole, mais rien de particulier de ce côté-là. On sent votre émotion dans toute cette histoire. Vous avez parlé d'un choc tout à l'heure. Oui, c'est véritablement un choc. Enfin, comparaison n'est pas raison, mais j'imaginais... Bon, c'est un petit peu fallacieux ce que j'imaginais que dans 10 ans, des hauts politiques français, des avocats de premier ordre, commencent à discuter avec un État qui serait partie prenante dans l'attentat du Bataclan. Imaginons, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'est ça, c'est de cet ordre-là. Comment est-ce qu'on le vivrait? Comment les victimes le vivraient? Oui, d'abord, il faut comprendre. Sincèrement, quand j'ai commencé à lire ce que Mediapart a révélé, il y a eu des contacts avec des gens de la famille. On se disait non, mais c'est pas possible. Non, attends, on va relire la phrase. Et donc on relisait. Et à un moment, mais c'est pas. Comment est-ce possible? Alors, il y a toujours un doute, il y a toujours... bon, voilà, il faut que la justice avance, que les gens s'expriment. Enfin, là, ça fait quand même beaucoup. En même temps, ce sentiment que ce puzzle, malgré tout, avec ses pièces, se met quand même en place, quoi. Il y a une espèce de logique à tout ça. Pourquoi est-ce que Kadhafi a été reçu pendant 4 jours de cette façon-là? Pourquoi? Enfin, on aurait pu le recevoir un peu en loose day, sans l'emmener à Versailles. Enfin, donc ça restait quand même pour nous un vrai mystère. Hein, un vrai mystère. Vous aviez été reçu aussi par le conseiller diplomatique Boris Boyon. Oui. Celui qui disait Kadhafi est comme pas un père ou quelque chose comme ça. Mon papa, voilà, qui était très proche de Sarkozy. Kadhafi l'appelait mon fils. Voilà. Effectivement, oui. Bon, il n'y avait rien de... Enfin, je veux dire, c'est presque anecdotique, hein, mais c'est assez... À la gare de l'Est avec Gare du Nord. Gare du Nord, pardon, avec oui, avec, parce qu'il allait vers avec. Il y avait une ambiguïté dans le contact, je crois, qu'avait eu l'association avec lui. Écoutez, est-ce que c'était un contact? En tout cas, c'était une espèce de truc étrange. Vous savez, quand on est victime et que l'attentat du DC-10, tout le monde l'a oublié, même en France, on se souvient de Lockerbie et pas du DC-10. Bon. Donc, dès que quelque chose pouvait arriver, qu'on avait une invitation officielle ou même non officielle vis-à-vis des victimes, évidemment, enfin, on repartait, on était ouvert évidemment à tout.
Effectivement, il y a eu à un moment ce petit épisode mais qui pour nous était d'une grande étrangeté. Parce que... on va terminer. Je voulais vous demander, dernière question, est-ce que vous êtes un peu surprise, comme nous, par le fait qu'en termes de culture démocratique d'un pays, avec sa presse, avec sa pluralité politique, que ces révélations ne fassent pas plus d'événements ? Que comme vous, on se sente un peu, nous, parfois, un peu seuls face à ça, et avec nos lecteurs, on se dit, mais tout le monde devrait s'emparer d'une telle affaire. Il y a une vraie pédagogie à faire, effectivement. Mediapart, les victimes, c'est important parce qu'on n'est pas sorti du terrorisme, et de voir qu'une affaire de terrorisme peut être ensuite utilisée, manipulée, ça provoque chez les victimes quelque chose d'impossible. On parle de résilience, etc. Mais si on est dans un pays qui utilise des affaires de terrorisme pour favoriser les politiques, on s'en sortira jamais. Et nous, on aura beau aller faire tout un travail, et vous, pédagogique. Dans un contexte non dénué de paranoïa parfois sur les décommanditaires, sur les. Mais oui, parce qu'évidemment, il y a d'autres histoires de terrorisme qui sont largement pas finies. Je pense à l'attentat du Caire, avec les mamans du Caire qui se battent pour faire émerger quelque chose. Là, on va rentrer quand même dans le dur avec les attentats de masse, et on va rentrer dans une période judiciaire importante. Donc, il faut qu'on soit en confiance. Il faut évidemment que nos avocats et les hommes politiques, nos avocats nous soutiennent, et que les hommes politiques nous considèrent pour ce que nous sommes, des gens qui allons souffrir toute notre vie. Et en tant que cible française, cible de l'État français. Anne Elkin, merci d'être venu. Merci Karl et Fabrice. Continuez à suivre tout cela sur Mediapart. Notre live continue.